Je suis Alain Gaborio, je suis ingénieur au CNES à Toulouse et depuis pas mal d'années je fais des engins spatiaux qui vont dans l'espace, aussi bien dans le système solaire que autour de la Terre. Et ces dernières années, depuis à peu près 6 ans, je me suis occupé d'un nouvel objet qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps, qu'on appelle le nanosatellite. Donc c'est un tout petit satellite, je vais vous en parler longuement, que l'on fait grâce à des évolutions technologiques maintenant, et qui même sont, vous le verrez, à la portée d'étudiants, peut-être pas encore les lycées, mais ça viendra sûrement, mais déjà après le bac, des étudiants peuvent commencer à fabriquer ces petits engins là, qu'on lance dans l'espace. Donc c'est aussi pour les jeunes, c'est très intéressant au niveau formation, on va dire professionnelle, quand on s'intéresse au métier du spatial. Alors donc je vais vous parler de ces petits satellites, les nanosatellites. On se pose toujours la question d'ailleurs encore, aujourd'hui un peu moins, mais bon, c'est pas très cher par rapport aux gros satellites qu'on a l'habitude de faire, qui font plusieurs tonnes. C'est très performant parce que la technologie évolue, la preuve c'est aux smartphones, de plus en plus vous avez des smartphones qui sont des vrais ordinateurs très complexes. Bien pour les satellites c'est pareil, c'est de plus en plus petit. Et puis donc maintenant on se pose la question, à quoi ça va servir, quels usages, quelles missions, et on commence à y répondre. Alors pour commencer, donc ça marche pas, si voilà. Donc je vais vous parler des satellites en général. On a l'habitude de classer les satellites par leur masse. C'est un moyen de les classer. Alors par exemple, il y a les gros satellites, on va dire en gros de 1,5 tonne à 10 tonnes. Ce sont les satellites de télécommunication, ceux qui sont très, très loin dans l'espace à 36 000 km, qui vous permettent d'avoir des télécommunications sur vos portables, la télévision, etc. Donc ça, c'est des gros satellites. Alors là, j'ai pris un exemple, AlphaSat, 6 tonnes 6, donc il faut des lanceurs puissants pour les mettre en orbite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les moyens. Donc en gros, c'est de 800 kg à 1,5 tonne. Alors là, vous avez un exemple, peut-être vous en avez entendu parler, c'est Pléiades, c'est un satellite qui a été fait à Toulouse par donc le CNES, Airbus et Thales, donc qui est un satellite d'observation de la Terre, qui fait des belles images, à des résolutions assez importantes maintenant. Donc celui-là, il fait 1 tonne. Ensuite, il y a les mini. Donc on a fait au CNES une gamme de mini-satellites autour de 600 kg. Par exemple, celui-ci qui a été lancé en 2006, qui était un satellite pour observer autour des étoiles de la galaxie ou découvrir ce qu'on appelle des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes de type Terre. Donc il en a trouvé, alors pas type Terre, mais des planètes qui tournent autour de Soleil, comme le nôtre, dans notre galaxie. Voilà, donc ensuite on a fait des micros, donc on a diminué les tailles de plus en plus. Donc là on a fait une gamme de satellites qu'on a appelé la gamme Myriade. Là vous avez un exemple, c'est Déméter, qui était un satellite qui est le premier qui a été lancé, 130 kg. Donc vous voyez, on diminue la taille. Lui, il a permis en mesurant des paramètres dans la haute atmosphère, enfin au-dessus de la Terre, de déterminer peut-être les prémices de tsunami ou de tremblement de terre. Donc ça, c'est des satellites qui sont entre 50 et 200 kg, ce sont les micros. Et là, on est arrivé aux nanosatellites. Alors c'est très récent, ça date des début des années 2000, c'est pas beaucoup plus vieux que ça. Donc ça fait pas 20 ans que ça existe. Donc ce sont des petits satellites qui font en gros entre 1 kg et 50 kg. Là, je vous ai donné un exemple qui est ICESat, qui est un CubeSat dont je vous parlais tout à l'heure. Il est sur la table, là, vous l'avez à l'échelle 1. Donc vous voyez, c'est quand même pas très très gros, ça fait en gros à peu près 30 cm de long sur 10 cm au cube, à la base plutôt, donc c'est petit. Et puis même maintenant, ils ont inventé, surtout les Américains, ce qu'on appelle des picosatellites. Alors c'est pas zéro, on va pas mettre 0 kg en orbite, mais quelques grammes. Et là ça tient dans la main carrément, c'est même... alors c'est surtout pour faire de la technologie, pour miniaturiser le maximum de technologie. Donc ça vous donne un peu la gamme des satellites. Donc on va s'intéresser aux nanosatellites, qui est la gamme entre 1 et 50 kg. Alors, comme je disais, c'est un nouvel objet dans le paysage du spatial qui est arrivé début des années 2000, en 99-2000. Et en fait, c'était au départ un outil pédagogique pour les étudiants. Donc voilà, ça c'est un objet qui a été conçu par des Américains grâce à la miniaturisation des technologies et l'utilisation de composants électroniques que vous pouvez trouver dans vos smartphones ou dans vos ordinateurs. Donc on a essayé d'utiliser des composants qui sont du grand public, je vais dire, plutôt que des composants qu'on a l'habitude d'utiliser pour le spatial, qui sont très robustes à l'environnement au-dessus de la Terre.
Et donc il y a deux professeurs, un de Bob Twiggs de Stanford et le docteur Jordi, je ne vais pas dire la suite parce que c'est compliqué, mais de California, de Cal Poly, qui ont inventé un standard que l'on a appelé le standard CubeSat. Alors CubeSat parce que c'est un cube de 10 cm par 10, là vous voyez, j'en ai un dans les mains, là. C'est une structure, il n'y a pas tout dedans. Donc ils ont normalisé ce standard américain, et puis il y a eu beaucoup d'électronique, de cartes électroniques qui sont maintenant sur le marché, qu'on est capable d'acheter et de mettre dans une structure comme ça pour faire des petits CubeSat. Voilà. Et ce qui a été encore plus fort, c'est qu'ils ont, parce qu'il faut les lancer, ces CubeSat, donc ils ont inventé la boîte bleue que vous voyez à côté, là, en gros une boîte à chaussures, dans laquelle on met le CubeSat. Il y a un ressort au fond, donc on pousse le CubeSat jusqu'au fond, il y a une porte qui est fermée, et le tout, on l'installe sur le lanceur, et avec un ordre électrique, quand on est en bonne position dans l'espace, le lanceur envoie un ordre, ça ouvre la porte, et le ressort pousse le satellite sur son orbite. Donc c'est pour éjecter le satellite et le positionner sur son orbite. Donc ça a été très astucieux, très simple, et maintenant ça se fait par centaines, hein, ce genre de CubeSat et de déployeur. On appelle ça un déployeur, c'est-à-dire on déploie le satellite dans l'espace. Alors, voilà par exemple le 1U, donc c'est celui que j'ai dans les mains là, donc vous voyez c'est tout petit, hein, 10 cm au cube, hein, c'est pas gros. Hein. Après ça s'est décliné en 2U, 3U, c'est ce que vous avez devant là sur la petite table, 30 cm à peu près. Après on fait du 6U, deux fois, voilà, 12U, jusqu'à, on va dire, l'asymptote, hein, c'est-à-dire on ne fera pas beaucoup plus gros, 27U, et un 27U c'est à peu près 50 kg. Voilà. Donc ce standard étant respecté, on va trouver énormément de cartes électroniques, de systèmes de déploiement dans le commerce, un peu partout dans le monde, et ça va donc faciliter le développement de ces petits satellites. Alors, par rapport au gros, enfin ce qu'on a l'habitude de faire, ben, c'est des développements qui sont beaucoup plus courts et beaucoup moins chers, puisqu'on va utiliser des composants, des électroniques du commerce, hein, voire des avions hein, militaires ou autres, qui sont un peu plus robustes, mais pas beaucoup plus. L'idée aussi par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans le spatial, où souvent on fait un satellite et on ne veut pas se tromper, ça nous coûte très très cher, on met beaucoup de temps pour le faire. On veut pratiquement zéro faute, malgré que ça n'existe pas, mais on se donne les moyens, donc ça coûte cher. Là, l'idée, c'est ben, je le fais avec ce que je connais, je le lance, ça coûte pas très cher, je le fais voler, je regarde ce qui se passe, ça marche pas bien, ou ça marche pas du tout, j'apprends et je recommence. Donc c'est vraiment une philosophie complètement nouvelle du spatial, où là, on fait voler des choses qui ne sont pas forcément robustes dès le départ, mais l'idée, c'est d'apprendre en orbite et de pouvoir corriger et relancer à nouveau un petit satellite. Donc on est dans une autre philo aussi de développement. Alors c'est beaucoup utilisé, même encore pour de la démonstration de nouvelles technologies, parce que comme ça ne coûte pas très cher, on peut se permettre de mettre des technologies nouvelles qu'on ne mettrait pas sur des satellites qui coûtent des millions et des millions d'euros. Donc ça permet de valider en orbite, dans l'espace, des nouvelles technologies. Et on pense maintenant que finalement, comme ils ne sont pas très performants par rapport aux gros, enfin ils sont moins performants, en mettant beaucoup en orbite, on va pouvoir obtenir la même performance par la quantité de satellites qu'on va mettre en orbite. Donc c'est ce qu'on appelle des constellations. Et donc ça peut être un complément par rapport à des gros satellites où on n'en met qu'un seul. Et par exemple, si vous mettez un seul satellite d'observation de la Terre, il va passer sur Toulouse quelques fois dans la semaine. Et là, si vous en mettez plein sur l'orbite, pratiquement toutes les heures, vous pourriez avoir une image de Toulouse, donc pratiquement faire une animation de la ville de Toulouse à la journée, voire même à l'heure, si on en met énormément. Donc tout ça, c'est aussi une autre philosophie qui maintenant apparaît grâce à ces petits satellites. Et on se rend compte que comme c'est pas très cher, pour vous comparer un prix, par exemple, un gros satellite, comme par exemple le Pléiade, ça peut valoir plus de 200 millions d'euros. D'accord ? C'est quand même assez cher. Hein. Un petit satellite comme celui qui est là, ça coûte 250 000 euros. C'est cher pour notre portefeuille, mais par rapport aux 250 millions d'euros, vous voyez, c'est la différence. 250 000 euros, c'est le prix d'une maison, on va dire, et lancé, hein, donc avec le coût du lancement. Donc vous voyez, les prix sont vraiment complètement différents. Et donc ça veut dire qu'il y a des nouveaux acteurs qui avaient des idées peut-être d'utiliser l'espace, mais comme c'était cher, ils n'osaient pas. Maintenant, ils vont intervenir pour financer ce genre de nouveaux petits satellites pour des propres besoins.
par exemple, vous avez des sociétés comme Total qui ont qui transportent le pétrole un peu partout dans le monde par des pipelines un peu partout dans des zones très difficiles d'accès. Quand il y a des fuites, aujourd'hui, ils nous disent il nous faut une semaine pour trouver la fuite. Parce que c'est très loin, on n'a pas les moyens d'y aller tout de suite. Il faut peut-être envoyer des missions avec des avions, des choses comme ça. Et donc, une semaine de perte de pétrole, c'est énorme en termes d'argent. Et ils peuvent largement se payer un petit satellite ou quelques petits satellites qui vont, eux, en une journée, trouver, grâce à l'utilisation, à l'imagerie qu'on va pouvoir faire, ils vont pouvoir détecter la fuite de pétrole au niveau des pipelines. Donc, des entreprises comme Total vont s'intéresser à ce genre de satellites, alors que sur les gros, c'est trop cher, donc ils ne s'y intéressent pas, ou très peu. Donc, on a des nouveaux acteurs qui vont rentrer dans le spatial. Alors, une des problématiques, c'est quand même ces petits satellites, il faut les mettre dans l'espace. Hein. Donc, ça, c'est pas toujours facile, il faut des fusées. On ne va pas pouvoir les lancer comme ça avec un ballon ou avec un lance-pierre, donc il faut des fusées. Alors, on vise aujourd'hui des orbites assez basses, autour de 350 à 800 km, idéalement autour de 500 km. Pourquoi? Parce qu'en France, on a une loi qu'on doit respecter pour éviter de polluer l'espace autour de la Terre en laissant des débris. Donc on doit vérifier que le satellite, une fois que sa mission est terminée, il puisse redescendre dans l'atmosphère. Et en redescendant dans l'atmosphère, il va brûler totalement. Et il faut que ça soit en moins de 25 ans. C'est-à-dire on ne veut pas laisser des débris dans l'espace, il y en a déjà beaucoup trop. Donc maintenant on s'intéresse de plus en plus à donc nettoyer cet espace qui devient plein de débris. Donc ça c'est très important de respecter cette loi. Alors on est, je crois, le seul pays au monde qui a une loi vraiment qui a été votée par le Parlement. Cependant, les autres pays respectent ça, mais c'est à leur bon vouloir. Hein. Il y a pas nous, si on ne montre pas qu'on redescend en moins de 25 ans, on a une interdiction de lancer. Ça va jusque-là. Et si on lance, on a une grosse amende. Parce que bon, il y a toujours moyen de... C'est comme partout. Hein. Mais on a des amendes qui coûtent largement le prix du satellite. Donc les gens, ils font attention. Alors les moyens de lancement, parce qu'on ne va pas, pour un petit satellite comme ça, acheter une fusée comme Vega ou comme Ariane. C'est pas possible. Ou un Soyouz. Ça coûte trop cher. Un Soyouz, ça coûte 60 millions d'euros. Ça coûte 250 000 d'euros. On ne va pas acheter un lanceur à ce prix-là pour un petit satellite. Donc, en fait, on va se mettre en passager clandestin sur ces lanceurs qui vont lancer des gros satellites. Et donc, il y a toujours un petit peu de réserve de masse pour le lanceur. Et on va se mettre à la périphérie de la coiffe du lanceur. On peut en mettre le dernier lancement qui est le record du monde. Ils en ont mis 104, des petits comme ça ou des comme ça. Ils en ont lancé 104 d'un seul coup sur un même lanceur avec un gros satellite sous la coiffe en priorité. Et après, 104 ont été lancés là comme des petites fusées, là, pouf, pouf, dans l'espace. C'est les Indiens qui ont fait ça avec le PSLV. Donc pratiquement tous les lanceurs du monde aujourd'hui savent lancer ces CubeSats grâce à une adaptation de l'interface du lanceur avec la boîte à chaussures que je vous ai montré tout à l'heure. Même la station internationale, on peut lancer des CubeSats. On en lance, là j'ai mis 100, mais maintenant on en a peut-être lancé plus de 200. Hein, on en lance régulièrement. Il y a des cargos qui montent les vivres et puis les moyens de survie pour les astronautes. Et en même temps, ils montent dans des racks des CubeSats comme ça. Ils peuvent en monter jusqu'à 48 comme ça. Et donc après on met ça dans un sas à l'intérieur. Il y a un astronaute qui prend les CubeSats, il les met dans un sas. Et il y a un bras robotique qui est extérieur à la station, qui est fait par les Japonais, qui vient chercher le sas. Et hop, il met à l'extérieur tous les CubeSats dans le sas, et après on appuie sur un bouton et on les éjecte comme ça de la station internationale. C'est assez fort et ça marche beaucoup. Il y en a régulièrement tous les mois qui sortent. Hein. Voilà, donc là, juste un schéma, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais tout ce qui est en bleu, c'est les lanceurs américains. En rouge, ce sont les lanceurs russes. On voit que le Soyouz, qui est le lanceur mythique russe, en lance beaucoup. Il y a deux lanceurs qui sont Dnieprokot, qui sont des anciens missiles russes qui ont été remis en service pour faire des lanceurs de satellites qui aussi lancent ces petits satellites dans l'espace, et le PSLV qui est un lanceur indien en vert qui est maintenant le lanceur qui en lance le plus maintenant dans le monde avec une fiabilité assez impressionnante. Alors voilà ce qu'on appelle le fameux piggyback, hein, c'est-à-dire qu'on est en passager clandestin, on est en sac à dos en fait d'autres satellites. Donc vous voyez la boîte en question là, avec le ressort au fond.
Donc on l'installe, ça c'est l'interface pour Vega, hein, c'est le premier vol de Vega. Donc vous voyez verticalement, là il y a 3 boîtes, ces 3 boîtes sont mises verticalement là, sur l'interface de la coiffe du lanceur. Et puis donc on lance, et hop, vous voyez là, donc ça c'est une image évidemment de synthèse, et on voit les petits CubeSats qui sortent du déployeur, les uns derrière les autres, pour être mis sur leur orbite. Ouais, c'est tout simple. Et maintenant, on en lance énormément comme ça. Alors, des déployeurs, il va en exister pour des CubeSats qui seront plus gros, comme des 3U, des 6U, des 12U dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, ça fait des grosses boîtes. Maintenant, on peut en mettre 4 dedans, 4 3U dedans, ou on peut mettre un gros à l'intérieur d'un autre déployeur, comme ça, pour être largué, être mis en orbite. Alors, évidemment, comme il y a eu un engouement pour ces petits satellites, il y a des entreprises, des startups qui sont nées aux États-Unis principalement, qui se sont dit pourquoi on ne ferait pas des petits lanceurs, des lanceurs adaptés à ces CubeSats. Donc effectivement, il y a des entreprises qui se sont lancées là-dedans, principalement aux États-Unis, dont l'objectif c'est de mettre des petites masses, mais pour des coûts très faibles, sur des orbites basses. Donc je vais vous donner 2 exemples. Il y a une startup qui s'appelle Vector Space System qui est issue de SpaceX. Vous avez peut-être entendu parler de SpaceX avec ses Falcon et Elon Musk. Bon, en 2016, ils ont mis en place cette start-up et ils ont développé un petit lanceur qui peut mettre, première version, ça sera 65 kg et la deuxième version, 125 kg en orbite à 400 km. Ils ont fait un premier vol le 3 mai 2017. Bon, ça a marché plus ou moins bien. Hein. Ça n'a pas été tout à fait en orbite, donc c'est la vie, hein. C'est pas simple. Ils ont l'intention d'imaginer, enfin ils imaginent pouvoir avoir un business, comme on dit, d'une centaine de lancements par an, ce qui nous paraît beaucoup quand même, mais c'est ce qu'ils visent, c'est comme ça qu'ils ont vendu à leurs financiers le projet. Voilà, donc là je vais à l'envers. Après il y a une autre société alors, qui est quand même un peu plus solide, la Rocket Lab, société américaine et australienne. Ils ont développé le lanceur Electron, 150 kg à 500 km. Hein, et alors, eux, ils ont déjà fait 2 vols et ils ont déjà mis des CubeSats en orbite. Donc ça marche pas si mal. Cette année, ils devaient en faire un, mais ils ont eu quelques difficultés. Et ils envisageraient, eux, de faire une cinquantaine de lancements par an. Ce qui est déjà pas mal. Mais compte tenu du marché des CubeSats, c'est assez réaliste. Et alors, eux, ils ont inventé le Blablacar du spatial. C'est-à-dire que vous allez sur un site web et puis vous cliquez sur l'interface en noir que vous voyez là, vous mettez une croix et vous pouvez réserver votre place avec d'autres CubeSats comme ça. Et ça, dans le temps, par trimestre en gros, vous réservez votre place. Donc vous êtes copassager et vous payez. Alors vous ne voyez pas trop les prix là, mais il y a les prix qui sont annoncés. Hein, donc là, c'est un peu la révolution du spatial, quoi. Là, vous allez sur Internet et puis vous pouvez réserver votre place avec d'autres pour être lancé par Rocket Lab dans quelques mois, années. Leur carnet de commandes est quasiment plein jusqu'en 2020, quoi. Hein. Donc, en même temps, ça leur fait rentrer de l'argent puisqu'il faut déposer un peu d'argent pour réserver le vol. Donc voilà. Bon, là, je vais simplement pour vous expliquer que, en gros, depuis 1998-99, on a mis à peu près 950 CubeSats en orbite, avec plus ou moins de réussite. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas tous fonctionné. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'entre 2018 et 2021, on envisage 2500 CubeSats. Vous voyez, la croissance est énorme. Et elle se confirme tous les ans. Donc, on n'est pas au bout encore de la fin de ces petits CubeSats. Qui deviennent d'ailleurs un petit peu plus gros maintenant avec le temps et qui deviennent de plus en plus robustes. Bon, aujourd'hui, c'est les Américains qui sont les plus grands lanceurs de CubeSat, hein, 60% pratiquement dans le monde. Mais en Europe, on n'est pas si ridicule que ça. On a à peu près 25% du marché CubeSat, hein, enfin de tout ce qu'on fait en CubeSat. La France, on est très mauvais, hein, on n'est pas encore au top. Hein. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait sur les CubeSat, on n'est pas très bon. Les meilleurs sont le Danemark, l'Écosse, la Hollande. En fait, des pays qui, au départ, n'avaient pas fait beaucoup de spatial, et qui, par ce biais-là, ont trouvé un moyen d'accéder à l'espace très rapidement. Alors, justement, comme on n'a pas fait grand-chose en France, au CNES, on a mis en place en 2012, un projet qu'on a appelé Janus. Et on a un petit peu fait ce qui se faisait dans le monde, c'est-à-dire qu'on a proposé à des étudiants
de France, dans les universités, les écoles d'ingénieurs, dans les BTS, dans les IUT, de développer des CubeSats. Donc le but de ce projet, c'est donc d'aller voir les universités, les écoles, et de leur dire, voilà, allez-y, on va vous aider à développer des CubeSats. Alors, ça peut être des petits comme ça peut être un peu plus gros, pas trop gros au début, hein, quand on fait, c'est pour ça on fait pas du Mozart tout de suite, on fait des gammes avant, donc on apprend à faire des petites choses, et après on complexifiera quand les gens auront pris, et notamment les encadrants, les professeurs qui les encadrent, auront appris aussi à faire des CubeSats. Voilà, donc ça c'est... Alors l'objectif justement de ce projet, c'est qu'on veut promouvoir les métiers du spatial donc dans l'enseignement principalement supérieur aujourd'hui. Je vous dirai à la fin qu'on va essayer de faire des choses maintenant aussi pour les lycées, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne les intéresse pas au spatial, même au lycée. Je vous expliquerai ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Mais là, aujourd'hui, on s'adresse principalement à l'enseignement supérieur. Alors, on va leur faire des nanosatellites. Bon, des vrais, hein. C'est-à-dire on ne va pas leur faire une maquette sur table, hein. Le but c'est de les lancer, de les mettre en orbite. On va y mettre ce qu'on appelle des charges utiles, ce sont des instruments qui vont faire des mesures dans l'espace, dans différents domaines, hein. On va pouvoir regarder par exemple la Voie lactée, on va pouvoir mesurer, faire des images, on va pouvoir mesurer des paramètres autour de l'atmosphère pour étudier la pollution, enfin des choses comme ça. Et puis on va faire aussi ce qu'on appelle, nous dans notre jargon, le segment sol. En fait ce segment sol, ce sont des antennes avec un ordinateur qui permettent de communiquer avec le satellite. Parce que le satellite, une fois qu'il est dans l'espace, il faut bien qu'on puisse lui envoyer des commandes pour lui dire de faire une mesure, mais il faut aussi qu'il puisse nous renvoyer des données pour qu'on puisse vérifier ce qu'il a fait. Donc on leur fait faire un vrai système spatial, comme les gros, pareil, avec toutes les composantes du système spatial, depuis ce qu'il y a dans l'espace et toutes les entités qu'il y a au sol, pour pouvoir discuter avec le satellite. Et le deuxième objectif majeur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est de proposer des nouvelles technologies qu'on n'oserait pas faire voler sur des gros satellites. Et là, on ne va pas se priver, on va mettre des calculateurs, par exemple. On va prendre le calculateur que vous avez dans vos tablettes, là, puis on va le mettre dans un CubeSat, c'est ce qu'on a fait avec celui-là. Et on va essayer de le faire voler, on va comprendre s'il marche ou s'il ne marche pas. Bon, on a de grandes... on n'a pas de doute, hein, il va marcher, hein, peut-être pas aussi bien qu'un calculateur, un ordinateur qui est fait pour le spatial, mais il va marcher. On en est sûr. On a fait déjà des tests. Voilà. Alors, comment on a organisé ça? L'idée, c'est que faire des CubeSats, des petits satellites, avec des étudiants, c'est pas un TP qu'on fait une année, puis terminé, on fait... Voilà. Il faut s'organiser parce que ça va prendre plusieurs années. Donc, l'idéal, ça serait qu'on fasse ça en 3 ans, parce que dans un cursus, on va dire, d'ingénieur, un étudiant pourrait voir le début jusqu'à la fin. On n'en est pas là, c'est un peu long, parce qu'on n'a pas l'expérience, on met à peu près 5 ans pour les faire. Donc on a essayé de mettre en place dans les universités et les écoles ce qu'on appelle un centre spatial universitaire. Donc l'idée c'est de regrouper des moyens techniques, des encadrants, des professeurs, des ingénieurs des écoles ou des universités qui vont aider les étudiants, et puis de manager ces projets pour faire les études jusqu'à la réalisation, jusqu'au lancement et même aux opérations, c'est-à-dire discuter avec le satellite une fois qu'il est en orbite. Donc voilà, donc on a créé cette petite structure au sein des écoles et des universités. Alors évidemment, nous, le CNES, on va leur donner un peu d'argent, mais on ne va pas tout leur donner. Donc on leur demande d'aller chercher de l'argent. Ça fait partie des choses à apprendre aussi, c'est d'aller chercher des financements. Donc ils vont avoir des sponsors, des entreprises, des mécènes. Enfin voilà, ça marche pas si mal, hein, ils arrivent à trouver tout ça. Et puis ils peuvent aussi s'associer avec d'autres universités ou d'autres écoles, qu'elles soient françaises ou étrangères, c'est intéressant. Il peut y avoir des échanges d'étudiants comme ça, sur ces projets-là, avec des universités étrangères. Donc pour nous, le CNES, c'est facile, comme ça on a un seul interlocuteur pour travailler. Alors après, on travaille avec les étudiants, mais au moins on a un référent qui permet de synthétiser les problèmes et de pouvoir travailler correctement. Et alors ce que j'ai voulu, c'est qu'il y ait un partenariat entre les universités et les écoles, avec la science et l'industrie. Faire un triptyque de fonctionnement qu'on a un petit peu de mal à faire fonctionner en France, c'est-à-dire que l'université travaille souvent dans son coin, les laboratoires aussi, la recherche, et puis les industriels. Là, on les fait travailler ensemble, et tout le monde travaille avec des étudiants. Donc pour les étudiants, c'est très intéressant, parce qu'ils peuvent aller faire un stage dans un laboratoire ou dans une entreprise. Les entreprises aident les étudiants à leur formation, et en même temps, ils font un petit satellite. Donc c'est très intéressant comme fonctionnement.
Voilà, alors là c'est pour vous donner en France, voilà, vous allez avoir la cartographie de tout ce qui existe dans le pays. Donc il y a Montpellier qui a été la première université à faire des CubeSats. Donc ils ont le Centre spatial universitaire de Montpellier. Il y a Toulouse, alors là c'est une réunion d'un certain nombre d'écoles et de l'université donc de Paul Sabatier de Toulouse. Voilà, donc là on a réuni tout le monde, enfin presque tout le monde, il manque encore quelques écoles, mais presque tout le monde. Il y a Paris, alors Paris c'est énorme, hein, il y a plein d'universités, d'écoles. Bon, bah, on a pris celle qui s'intéressait un peu au spatial, où il y avait des laboratoires de recherche un peu impliqués dans le spatial. Donc il y a Polytechnique, donc, qui a créé son centre spatial étudiant donc, à l'école Polytechnique. Il y a Pierre et Marie Curie, Paris-Escréteil, les mines de Paris, Paris Hydro. Alors maintenant ça ne s'appelle plus comme ça parce qu'il y a eu regroupement des universités. Bon, je passe, hein, c'est un peu compliqué, mais la base c'est ça. On a Aix-Marseille aussi, qui est en train de faire son CubeSat. Grenoble. Dans le nord, on a l'université de Lille et une école d'ingénieurs qui s'appelle ELISA, qui se trouve à Saint-Quentin. Ensuite, on a des nouveaux rentrants là. Il y a l'université de Nice, j'y étais là cette semaine, donc ils sont en train de préparer un CubeSat. Bordeaux aussi qui essaye de s'organiser, l'ENSTAD Bretagne et Centrale Supélec sur Paris. Voilà. Donc ça vous donne le panorama en France de toutes les écoles et universités qui aujourd'hui travaillent sur ces petits satellites et donc où il y a des étudiants qui font des satellites, des professeurs, des ingénieurs qui encadrent tout ça. Voilà. Alors, on a quand même lancé nos premiers CubeSats. Hein. Attention, on n'a pas fait que du papier. On en a lancé l'année dernière 3. Donc on a lancé ceux un de Polytechnique et l'autre des mines. Ce sont des 2U. Alors c'est l'intermédiaire entre celui-ci et celui que vous avez sur la table. 2 unités, 20 cm. On a réalisé ce que j'ai appelé le segment sol, c'est-à-dire qu'on a mis en place à l'école Polytechnique une antenne pour recevoir les... Alors ce ne sont pas des antennes paraboliques, hein, ce sont des antennes comme on avait sur nos toits avant les anciennes télés. Hein. Ça suffit en termes de fréquence. Et puis il y a un centre de contrôle, donc on reçoit toutes les données, puis on peut regarder ce que fait le satellite, et inversement on peut lui envoyer des commandes. Donc tout ça, ça a été... Là vous les voyez, donc ces petits satellites, ils ont des panneaux solaires, vous voyez des cellules solaires sur le côté pour pouvoir avoir de l'énergie et fonctionner en orbite. Donc on les a lancés avec 28 autres CubeSats par une fusée Atlas 5 américaine en avril 2017. Ils ont été acheminés vers la station internationale quelques jours après, et un mois plus tard, ils ont été largués de la station internationale. Et donc la photo de droite, là-bas, vous voyez, c'est une photo qui a été prise de la station internationale, juste après le largage. On voit notre CubeSat en bas à droite, là, le petit vert, là, c'est le nôtre. Donc on le voit qui se déploie dans l'espace. Et donc actuellement, il tourne. Il nous envoie des données, on a quelques petits soucis pour leur envoyer des commandes, mais bon, on est content parce que ça marche quand même. Quoi. Donc les étudiants sont assez contents du résultat. Et on en a lancé un troisième, un tout petit peu plus tard. C'est un petit comme celui-ci, là, que j'ai dans les mains, qu'on a appelé Robusta de l'Université de Montpellier. Donc c'est pareil, ils ont mis en place tout un système pour pouvoir suivre le satellite avec une antenne et un centre de contrôle, comme on appelle ça dans notre jargon. Et il a été lancé, donc vous le voyez dans la main là, il est complet avec des cellules solaires. Bon, toujours on met des cellules solaires pour avoir l'énergie, hein, puisque il faut bien alimenter, il y a des batteries mais ça ne suffit pas. Et il a été lancé donc, par un lanceur indien avec 30 autres CubeSats en juin 2017. Donc il tourne toujours, il fonctionne bien, on a des données, etc. Donc tout le monde est content. Donc vous voyez, on a quand même quelques résultats, mais c'est les seuls qu'on a lancés. Hein. Quand on voit par exemple la quantité qui ont été lancées par les Américains ou autres, on n'est pas encore tout à fait au top, quoi. Mais ça vient. Et donc par contre, on en a plusieurs qui sont en réalisation et qui vont être lancés en début d'année 2019 et un autre en octobre 2019, et ils sont pratiquement finis, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et donc tout cela là, que je vous montre, ils sont en cours de fabrication, ils seront lancés l'année prochaine et en 2020. Donc on a quand même, on aura lancé en quelques années... on va dire 9 à 10 CubeSats dans l'espace. D'ailleurs, j'ai un petit film là, si j'ai le temps, je ne sais pas quelle heure il est là. Mais... Je vais vous montrer. Alors, ça, c'est un film qui a été fait par des étudiants. Tiens, je ne le vois pas là, c'est bizarre. Bon, ben. Hein? Il faut que tu quittes le mode de présentation. Il faut que je quitte le mode de présentation. Ouais, mais
Tout à l'heure, j'ai fait fonctionner. C'est bizarre. Voilà, ça a marché. Alors, c'est un film qui a été réalisé par des étudiants un peu particuliers. Ce sont des jeunes qui sont en prison, enfin qui étaient en prison, et donc on les a aidés un peu à travailler, à faire des études, et on leur fait faire un petit film sur un projet CubeSat avec les autres étudiants qui fabriquaient le CubeSat. Que se passe-t-il lorsque ces particules atteignent l'atmosphère? C'est à la mission d'IGOSAT de le découvrir. Dans les coulisses du centre Cassini, les petits mains ont rassemblé une foule de composants, tous plus étranges les uns que les autres. Morceaux d'antenne, deux circuits imprimés, une carte GPS Et un cube en cristal minuscule, le scintillateur. tous ces éléments prennent place dans la structure métallique du nanosatellite. Au cœur d'IGOSAT se cachent les deux instruments qui doivent fonctionner dans l'espace. Mais pour ça, divers éléments sont nécessaires. Il y a notamment une batterie et des panneaux solaires qui alimenteront le satellite en énergie. Il y a également un système de contrôle thermique pour que la température reste autour de 0 degré Celsius, alors qu'il fera beaucoup plus froid dans l'espace. Pour pouvoir mener sa mission à bien, IGOSAT doit aussi être capable de s'orienter dans l'espace afin de regarder dans la direction qui l'intéresse. C'est le système de contrôle d'altitude et d'orbite. Il utilise pour cela un ensemble complexe de capteurs Pour savoir où il est, et des montres. pour s'orienter. IGOSAT doit aussi pouvoir discuter avec la Terre. Son système de télécommunication lui permet d'échanger des signaux radio avec la station de contrôle à chaque passage au-dessus du toit de l'université. Enfin, pour coordonner le tout, l'ordinateur de bord est le cerveau d'IGOSAT. Il lui permet de contrôler chacun des sous-systèmes, d'obéir aux ordres et de réagir en cas d'urgence. Il s'agit d'un petit composant sur lequel est inscrit tout ce que le satellite doit surveiller. Un peu comme le cerveau d'un robot. Lorsque tous ces éléments sont enfin terminés et assemblés, IGOSAT est prêt au départ. Il prend place dans la tête d'une fusée avec d'autres satellites et s'envole enfin vers l'espace. À 650 km au-dessus du sol, il se détache du lanceur et se retrouve en orbite. Sa trajectoire fait le tour de la Terre en 1h30. Il passe au-dessus des pôles et se retrouve au même endroit à la même heure chaque jour. C'est une orbite héliosynchrone. Bon voilà, ça vous a donné une petite idée un peu de ce qu'on peut faire avec des petits satellites. Hein. Alors là, je vais vous parler de celui qui est ici, là. Donc ça, c'est un petit satellite, donc 3 unités, 30 cm, qu'on appelle ISAT, qui est fait au CNES à Toulouse. C'est-à-dire que l'université ou l'école, c'est le CNES. Par contre, c'est fait qu'avec des étudiants qui sont en stage au CNES. Donc on a commencé en 2012. Il sera lancé l'année prochaine, au mois d'octobre, par un Soyouz en Guyane. Et donc, ce petit satellite, on a à peu près fait travailler plus de 200 étudiants en stage au CNES sur ce petit satellite. Alors lui, c'est comme pour les autres, hein, il a une mission pédagogique, hein, c'est-à-dire on voulait le réaliser en 5 ans, on fera 6 ans en fait. Hein. Il a une mission scientifique, on va observer ce qu'on appelle la lumière zodiacale, c'est la réflexion, c'est la lumière du Soleil qui est diffusée par les poussières qui sont dans le système solaire interplanétaire. Donc ce sont les restes de la création du système solaire. Donc ça fait un espèce de voile qu'on voit là ici qui peut nous amener soit des caractéristiques des particules, mais aussi qui est un espèce de masque qui gêne, c'est un voile qui gêne l'observation dans le ciel profond. Donc si on le caractérise, on peut l'enlever et c'est un bruit finalement qui nous gêne. On va faire de la démonstration technologique et puis on va faire une image de la galaxie pour le plaisir d'avoir une belle image dans notre bureau là, avec toute la galaxie imagée par notre petit satellite. Alors vous voyez, par exemple, là ça vous donne une idée. On a commencé en septembre 2012, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Et puis là on est en septembre 2018 et le lancement donc, est bien prévu entre le 15 octobre et le 15 novembre 2019. Donc on a à peu près 200 étudiants qui viennent d'un peu partout, hein, d'écoles, d'universités, qui travaillent sur ce petit satellite. Donc comme je vous l'ai montré, hein, il y a donc, le satellite et puis des stations, des antennes.
et puis ce qu'on appelle les centres de commande, contrôle et de mission. Et donc ces antennes et ces deux centres-là, il y en a un qui sera à l'ENAC, donc l'École nationale d'aviation civile, et l'autre à Supaéro, qui permettront donc de discuter avec le satellite. Alors on a une orbite qui est une orbite héliosynchrone. On sera à 500 km. Alors je ne sais pas si ça marche encore ça. C'est une petite vidéo, mais oui. Ça va vous montrer un petit peu le CubeSat. Alors la particularité, c'est qu'il a le Soleil toujours dans le dos. Donc on a toujours les cellules solaires qui sont éclairées, donc on a de l'énergie au maximum. Donc là, il tourne et puis hop, on va l'orienter pour qu'il puisse imager, voilà, une partie de la galaxie. Donc ça, on va le faire pendant quelques minutes. On va mémoriser l'image dans la mémoire de l'ordinateur de bord. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on va se remettre en position le Soleil dans le dos pour recharger les batteries. On refera une image sur une orbite suivante. Hein. Comme ça a été dit dans le petit film, l'orbite c'est à peu près 90 minutes. Hein. Voilà. Et puis, l'orbite d'après, on va passer sur la station Sol et on va vider l'ordinateur, la mémoire de l'ordinateur, pour pouvoir transmettre au sol les images qu'on aura prises de la galaxie. Donc, on va orienter le satellite pour qu'on puisse vider la mémoire de l'ordinateur sur la station qui se trouve à l'ENAC, à Toulouse. Voilà. Et on recommence comme ça plusieurs fois. Voilà, c'est la mission. Voilà, donc là vous le voyez, il est en configuration de lancement, c'est-à-dire que là vous l'avez avec les panneaux qui sont déployés, mais en réalité, pour le mettre dans la boîte à chaussures, il faut que les panneaux soient pliés le long et maintenus par un système de verrouillage qu'on va déverrouiller en passant un courant dans un fil chauffant qui va couper un scotch et hop, automatiquement les panneaux vont se déployer. Voilà, donc là il est en configuration orbitale. Vous voyez, alors donc il est bourré d'électronique, hein, on ne peut pas tellement plus remplir un CubeSat, là, il y a tout, hein, il y a les batteries, il y a toutes les cartes qui permettent de faire la communication entre le bord et le sol, il y a aussi toute la carte qui a l'ordinateur de bord, après il y a tout ce qu'on appelle les actuateurs, ce sont des équipements qui permettent de pouvoir corriger la position du satellite sur son centre de gravité, hein, son centre d'inertie, c'est-à-dire en fait le satellite on veut qu'il regarde là, mais comme il y a des perturbations dans l'espace, il n'est jamais dans la bonne position, donc on corrige sa position pour pouvoir observer dans la bonne direction. Et puis vous voyez devant, il y a le télescope qui permet donc d'imager la Voie lactée. Et en vert, ce sont les antennes qui permettent de communiquer avec le sol. Là voilà donc l'instrument qu'on a développé, c'est le petit télescope. Donc on a acheté une optique du commerce, hein, c'est une Leica hein, qu'on met sur un appareil photo, hein, on l'a désossé, on l'a aménagé, on a enlevé les graisses, parce que les graisses dans l'espace, quand il fait froid, ça durcit, c'est pas bon, donc il faut tout nettoyer. Donc il y a quelques précautions à prendre, bon ça on s'en est occupé. Et donc on a fait l'instrument, et puis les étudiants ont fait des mesures optiques pour vérifier que ça répondait bien à notre besoin. On a même été au Pic du Midi avec les étudiants. Donc on a fait toute une virée là-bas pendant 2 jours et 3 nuits d'observation. On a installé notre instrument sur une plaque, sur un télescope de 60 cm de diamètre. Et on a donc suivi, donc on était dans ce télescope, et de nuit, avec le télescope, on a suivi les étoiles et on a pris des images avec notre petit instrument. Donc on a fait des étoiles, des images du fond du ciel. Donc là, les étudiants, bon, c'est un peu caillé, mais ils étaient tous contents quand même. Voilà, donc là, on a une salle blanche, qu'on appelle une salle blanche. Donc c'est une salle qui est propre, dans laquelle on intègre le satellite. Donc les étudiants travaillent, ils ont des espaces de travail pour faire de l'électronique, de la mécanique, des panneaux solaires. On fabrique nos panneaux solaires. Là, vous voyez, ils sont en train d'intégrer les cartes électroniques qui sont dans le satellite. Vous voyez là quasiment tout le satellite intégré avec l'instrument, l'optique devant. Là, on intègre les panneaux solaires. On a fabriqué les panneaux solaires, c'est les étudiants qui ont fabriqué les panneaux solaires. Donc voilà, et donc ils ont tout intégré. Voilà, et par exemple là, si j'ai 5 minutes, je vous montre une petite vidéo, si elle marche. Voilà. Où on voit
comment on déploie les panneaux solaires. Donc voilà, donc vous voyez, c'est notre satellite, il est au milieu d'un banc. Et pour déployer les panneaux solaires, il faut qu'on soit en configuration comme si on était dans l'espace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de gravité. Sinon, la force de gravité va empêcher de déployer les panneaux solaires. Et donc du coup, on a fait un petit banc mécanique, et avec des ficelles et des masses qui permettent au moment où ça se déploie d'annuler la gravité. Bon, ça c'est pareil, c'est les étudiants qui ont conçu ça. Et donc là, on... 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4. Voilà, donc ça, ce que vous voyez là, c'est un modèle qui pourrait aller dans l'espace. Hein. On en a fait deux en fait. Il y en a un où on fait des essais, mais c'est le même. Et donc on a prouvé que bon, ça marche, hein, donc on est content. Enfin, ils sont tous contents. Voilà, donc bon, après on a fait des mesures optiques, voilà, il est tout intégré là, on l'a mis dans un plexiglas où on a tenu les panneaux pour qu'ils soient bien déployés pour pas que ça tombe. Hein. Il faut prendre plein de précautions. Après on a fait des essais mécaniques, c'est-à-dire qu'on met le petit satellite sur un pot vibrant, et sur ce pot qui vibre suivant 3 axes, hein, ça représente les vibrations que va voir le satellite quand il va être sur la fusée au moment du décollage. Donc il faut qu'on vérifie que ce satellite va tenir les environnements mécaniques et les vibrations qu'il va subir quand il sera sur le lanceur. Donc on fait des essais de vibrations. Alors là on le secoue. Alors on a un peu la trouille, hein, parce qu'on se dit pourvu que ça tient, quoi. Pourvu que ça tienne. Mais bon, ça tient. Après on fait des essais. On a une chambre là que vous voyez avec des tas de montants en bois. Ça permet d'annuler le champ magnétique terrestre, donc on veut savoir s'il y a un champ magnétique résiduel dans le satellite, parce qu'un champ magnétique, ça peut générer une force qui va le faire tourner le satellite. Et s'il est trop important, ce champ magnétique, eh bien, le satellite, on ne va pas pouvoir contrer cette force et il va se mettre à tourner et ça ne marchera pas. Donc on le met dans cette chambre-là, où on annule le champ magnétique, et avec des magnétomètres, on vient mesurer le champ magnétique résiduel du satellite. Donc on a fait tous ces essais. Et après, on l'a mis dans une cuve thermique, vide thermique, c'est-à-dire qu'on le met dans le vide, comme s'il était dans l'espace, et on chauffe avec différentes températures. On chauffe, on refroidit, comme si, vous voyez ça en orbite, comme s'il était en orbite. Donc on fait vraiment des tests complets au sol avant de le lancer. Bon, après, on a des simulateurs qui nous permettent de simuler numériquement, puisqu'on ne peut pas tout simuler par des moyens techniques, enfin par le satellite lui-même. Donc on a des simulateurs numériques, donc on développe de l'informatique. C'est pareil, c'est des étudiants qui font ça. Voilà, donc des cartes électroniques qui simulent le satellite et qui permettent de valider le concept. Bon voilà, pour terminer, juste un bilan. On a fait travailler depuis le début un peu plus de 2000 étudiants directement sur ces petits satellites en France. Et de tous les niveaux, BTS, IUT, licence pro, des masters, des écoles d'ingénieurs, même des thèses. Voilà, donc on a maintenant plus de 150 professeurs ingénieurs qui sont mobilisés pour encadrer et former les jeunes en France sur ces sujets-là. Et puis on s'est rendu compte quand même que ça avait un gros bénéfice pour les étudiants pour retrouver un emploi par exemple, ou pour trouver des thèses ou des stages derrière, c'était assez prometteur. Voilà. Et même on a créé des startups, c'est-à-dire que des jeunes qui ont fini leurs études se sont dit, bah tiens, pourquoi je ne créerais pas une start-up pour fabriquer par exemple des antennes, ou pour fabriquer une propulsion, pour fabriquer carrément des satellites. Voilà. Voilà, donc maintenant on peut dire qu'on a créé une grosse dynamique dans toute la France, on va dire, dans toutes ces écoles d'ingénieurs et d'universités. Voilà, j'en ai terminé. Alors, si certains d'entre vous ont des questions, profitez-en maintenant pour les poser, parce que vous n'aurez sans doute pas l'occasion de revoir M. Gabory. Donc j'ai un micro à votre disposition, donc ne soyez pas timide, n'hésitez pas, la moindre question et je vous transmets le micro. Bonjour.
je voudrais savoir est-ce qu'il est possible de faire voler les CubeSats en escadrille, par dizaines ou par centaines. Oui, c'est ce qui se fait, ce qu'on appelle les constellations. Donc on les lance, on en met plusieurs sur l'orbite et on les phase, enfin on les met, et ils font la même chose mais de manière répétitive. Donc oui, c'est le but d'ailleurs. Hein. J'ai oublié de préciser une chose pour les étudiants de lycée, voire peut-être même de lycée pour le moment. On est en train de proposer un projet avec le lycée de Colomiers, avec Jean Moucault qui est dans la salle, là, pour essayer pour développer ce qu'on va appeler un kit éducatif CubeSat. Donc l'idée, ça serait que les étudiants de BTS développent un kit, ça serait un petit satellite comme ça, avec des cartes électroniques qui ne seraient pas faites pour voler, mais qui seraient représentatifs fonctionnellement de ce qu'est le satellite. On voudrait y mettre des tutoriaux et on voudrait, grâce à ce kit-là, pouvoir le diffuser dans les lycées ou dans ceux qui voudront, pour pouvoir faire de l'apprentissage à la fois du spatial, mais aussi laisser l'opportunité de pouvoir développer quelques bouts de code ou quelques petites cartes électroniques si c'est possible. Donc là, on va enclencher ce projet avec les BTS de Colomiers, là bientôt. Donc ça, c'est à des fins pédagogiques. Ça pourra s'adresser, on l'espère, à des lycées pour leur apprendre ce que c'est qu'un satellite et quelles sont les fonctions dedans. D'autres questions? Bon, la journée a été longue pour tout le monde. Et j'espère que c'est la dernière conférence de la journée. Donc pour vous, je crois que maintenant le programme est arrivé. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à la Cité d'Espace et vous avez découvert le plus de choses possibles, c'était le but. Merci Alain et merci à vous tous. Bon retour.